Bonsoir à tous et bienvenue à la Bibliothèque Cusin pour ce nouveau Salon Philo. Ce soir, cette séance est consacrée à Jacques Bouvresse, grand philosophe décédé en 2021, qui a été professeur à Paris 1, à l'occasion de la parution de ce très beau numéro de la revue Austriaca, intitulé Jacques Bouvresse, philosophe autrichien au pays de Descartes. Pour en parler, nous sommes très honorés d'accueillir Christian Bonnet, professeur émérite à Paris 1, spécialiste de l'histoire des philosophies de la connaissance de langue allemande, qui a coordonné cette publication et rédigé un article intitulé « Lire Musil en philosophe ». Jocelyn Benoît, professeur à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, spécialisé en métaphysique, philosophie du langage, philosophie de l'esprit, auteur de l'article « Wittgenstein dans le champ de la philosophie française ». Et enfin Pierre Wagner, professeur à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, spécialisé en logique, histoire et philosophie de la logique, histoire de la philosophie analytique et auteur de l'article Bouvresse et le cercle de Vienne. Un très grand merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment très heureux de vous entendre ce soir à la bibliothèque. Ce salon philo sera suivi d'un petit moment convivial, un petit apéritif, auquel vous êtes tous très chaleureusement conviés. Maintenant, place à nos invités. Vous voulez, je vais commencer par quelques mots de présentation du numéro Jacques Bouvresse, philosophe autrichien au pays de Descartes, qui vient d'être présenté à Aurélia Tréguet, que j'ai coordonné en collaboration avec une collègue autrichienne, Ute Weinmann, qui a consacré sa contribution à la réception, ou plutôt à la non-réception, je dirais, de Bouvresse dans le monde germanophone. Alors, je précise qu'Austriaca est par ailleurs une revue dont Bouvresse a été une figure historique. Il a été pendant plus de 30 ans membre du comité de rédaction, puis du comité scientifique, et donc il y avait plusieurs bonnes raisons, je dirais, d'organiser ce salon philo ici à Paris 1 autour de ce numéro, initiative dont je remercie chaleureusement Aurélia Tréguier. Jacques Bouvresse, qui est mort en 2021, en effet, ça a été rappelé à l'instant, a en effet enseigné ici à Paris 1, pratiquement de la fin des années 60 jusqu'en 1995, qui est la date de son élection au Collège de France. Il a formé un certain nombre d'entre nous. J'ai moi-même fait ma thèse sous sa direction. Il a joué un rôle majeur pour toute une génération d'étudiants et de collègues. Jocelyn et Pierre en témoigneront sans doute eux-mêmes de leur côté. Et cela vaut pour d'autres collègues qui ont contribué à ce numéro et qui ne sont pas là ce soir. Je pense à Christiane Chauviré, qui est auteur d'un article « La Vienne de Bouvresse », ou encore à Sandra Logier, qui ne pouvait malheureusement pas être des nôtres et le regrette, et qui est l'auteur d'un très bel hommage à Bouvresse, qui s'intitule « Quelques souvenirs de ma jeunesse ». Alors, Bouvresse était peu connu du grand public, il était très éloigné des tribunes médiatiques, et à l'égard desquelles il a toujours été très, très méfiant et très critique. Mais il a exercé une influence décisive sur la philosophie française, notamment en contribuant à la découverte en France de tout un horizon philosophique qui était pratiquement inconnu. Bouvresse, je dirais, est né, si vous voulez, Bouvresse est né en 1940. Il s'est formé au début des années 60 dans un univers intellectuel parisien dominé à l'époque, disons, par Althusser, Lacan, Lévi-Strauss et le structuralisme, univers auquel il est resté lui très étranger. Il était infiniment plus proche du rationalisme français, d'un Cavaillès, d'un Canguilhem, d'un Granger, d'un Vuillemin, et j'en passe. Bon. Mais le paradoxe de Bouvresse est en fait que s'il est au fond très français par son style et son rayonnement intellectuel, j'ai dit qu'il était au fond très peu connu dans le monde germanophone, il est en revanche très peu par ses sources d'inspiration. Il s'est été lui-même expliqué dans les années 80 dans un article qui s'intitule « Why I am so very, very un-French ». Pourquoi je ne suis si peu français. Et l'Autriche là-dedans, direz-vous, j'y viens. Le paradoxe dont Bouvresse lui-même s'amusait est qu'il a souvent été présenté comme un spécialiste de la philosophie analytique de langue anglaise. Badiou le qualifie même de héros AUT de l'hégémonie anglo-saxonne. Ce qui a amusé beaucoup Bouvresse, dans la mesure où la plupart des auteurs auxquels il s'est intéressé et qui ont nourri sa réflexion sont en fait presque tous des philosophes et des écrivains de langue allemande. Wittgenstein, Bolzano, Frege, Boltzmann, Helmholtz, enfin je ne vais pas vous faire la liste, bon, mais presque tous sont allemands. Bref. Mais
En plus, ce sont des auteurs dont la plupart n'ont absolument rien à voir avec la philosophie analytique. Mais le malentendu s'explique. La plupart de ces auteurs sont effectivement des philosophes, des savants, des écrivains de langue allemande, mais ils appartiennent pour la plupart d'entre eux à une toute autre tradition que celle à laquelle on a longtemps identifié, particulièrement en France, la philosophie allemande. Et bon nombre de ces auteurs appartiennent à une tradition philosophique spécifique, précisément autrichienne, à la découverte de laquelle Bouvresse a contribué et avec laquelle son propre style philosophique a, me semble-t-il, un certain nombre d'affinités. Ce que je vais essayer très rapidement d'esquisser sans abuser de votre temps et avant de laisser la parole à mes collègues et amis ici présents. Il faut également préciser que si Bouvresse a régulièrement été l'objet d'un malentendu que je viens d'évoquer à l'instant, à savoir être perçu et présenté à tort comme un représentant de la philosophie analytique anglo-américaine, c'est, je dirais, d'une part parce qu'il a effectivement largement contribué lui-même à la découverte d'auteurs comme Quine, Putnam, Dummett et bien d'autres, ainsi qu'à la reconnaissance des enjeux philosophiques, par exemple de la révolution frégéenne-logique. Mais c'est également d'autre part parce qu'on oublie trop souvent ce que cette philosophie de langue anglaise doit à la philosophie autrichienne, au point que le philosophe anglais Michael Dummett estimait, je cite, qu'il serait pour le moins aussi justifié, je le cite, de désigner la philosophie analytique comme anglo-autrichienne que comme anglo-américaine. Fin de citation. Bref, l'expression même de philosophie autrichienne, que Bouvresse a été à ma connaissance le premier utilisé en français, est d'apparition très tardive, je dirais, y compris dans les pays de langue allemande. À ma connaissance, ça apparaît chez Max Scheler dans les années 20, enfin c'est quelque chose qui est relativement tardif. Cette expression ne va pas sans difficulté. La caractérisation géographique est elle-même à strictement parler inexacte. Les représentants de la tradition philosophique que l'on a pris l'habitude de désigner de la sorte sont en effet issus de toutes les régions, je dirais, de l'espace qu'on appelait l'espace habsbourgeois avant la guerre de 14, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre eux, bien au-delà des frontières de l'actuelle Autriche. Je pense par exemple à Bolzano, qui est né à Prague, qui est mort à Prague, et qui évidemment, ça n'est pas strictement autrichien. Et certains de ces Autrichiens, en plus, sont allemands. C'est le cas de Brentano, et c'est le cas de quelques-unes des principales figures du cercle de Vienne, je pense notamment à Carnap et à Schick. Bref, l'expression philosophie autrichienne donc, ne va pas désigner, tant chez Bouvresse, une tradition géographique circonscrite qu'un style philosophique, que j'essaye rapidement d'esquisser, un style caractérisé à ses yeux par une défiance à l'égard de Kant et l'idéalisme allemand, et même une sympathie plutôt pour l'empirisme anglais, davantage que pour l'idéalisme allemand, un intérêt marqué pour la logique, le souci de la précision et le refus de l'emphase rhétorique, un engagement en général en faveur du réalisme, ainsi que le souci le plus souvent de rapprocher la méthode de la philosophie de celle des sciences de la nature, ce dont témoignent selon lui ces grands savants philosophes autrichiens que furent Boltzmann, Helmholtz, Hertz ou Marr. Donc Bouvresse estimait qu'ils sont souvent, disait-il, sur les questions dont ils traitent les meilleurs philosophes. Et du reste, l'inédit de Bouvresse que nous publions dans le volume est précisément un texte intitulé Ludwig Boltzmann, penseur autrichien, dans lequel Bouvresse s'emploie à montrer que Boltzmann a, à bien des égards, anticipé le cercle de Vienne et en particulier son programme anti-métaphysique. L'autre texte de Bouvresse que nous avons publié est la traduction en allemand d'un chapitre de son livre d'entretien avec Jean-Jacques Rosal, philosophe et réel. Voilà, où il s'explique sur son rapport à la philosophie. Philosophie, on a traduit ça en allemand, c'est le titre français. Je tiens à préciser que si cette présentation sommaire esquisse les contours de la philosophie autrichienne, pour ainsi dire négativement, en ce sens que dit de manière polémique, ni Hegel ni Heidegger ne sont des philosophes autrichiens, elle ne rend bien sûr pas compte de la diversité d'une tradition philosophique dont les représentants sont parfois en désaccord radical sur bien des points. Pour ne prendre qu'un exemple, la thèse de Brentano selon laquelle la vraie méthode de la philosophie ne peut être que celle des sciences de la nature, ça ne vaut certainement pas pour Wittgenstein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais maintenant deux mots du contenu, très rapidement de la revue. Le numéro comporte 11 contributions, dont 3 en allemand. Outre celui de Sandra Logier déjà évoqué, il y a un beau texte plein d'humour du comédien, il y a des textes d'hommage à côté des articles scientifiques, disons. Il y a un beau texte plein d'humour du comédien Denis Podalides, qui s'appelle Bouvresse, puis Jacques,
Podalides a été son étudiant, puis il l'a retrouvé bien plus tard. Il a notamment travaillé avec lui à une séance de lecture de Krauss qui a eu lieu à l'Institut Goethe quelques années avant la mort de Bouvresse. Les autres témoignages sont ceux d'Emmanuel Bourdieu et de deux philosophes allemands dont Bouvresse était proche. Alors, l'une des contributions majeures de Bouvresse, je ne vous apprends rien, a été la lecture de Wittgenstein. Mais bon, je ne m'arrêterai pas là-dessus, je dirais l'article de Jocelyn Benoît est consacré, comme Aurélia tout à l'heure l'a rappelé, à cette question, à cette réception de Wittgenstein par Bouvresse, et je lui laisse le soin d'en dire plus. Pierre Wagner, de son côté, s'est intéressé quant à lui à Bouvresse et le Cercle de Vienne, et je lui laisse également le soin d'en dire davantage. Il a le droit aussi de parler de toute autre chose. Hein, mais bon, parmi les autres contributions, je dirais deux mots, avant d'en finir, de celle de Jean-Claude Monod. Monod s'emploie à montrer, et c'est intéressant, me semble-t-il, que la philosophie de Bouvresse se déploie selon deux pôles, selon lui. D'un côté, la philosophie du langage et de la connaissance, la perception, le réalisme, la philosophie de la logique et des mathématiques, etc. Ça correspondait d'ailleurs à sa chaire au Collège de France. Et de l'autre, une philosophie ou une critique de la culture, la critique du journalisme, la critique de la French Theory, etc. Pour dire les choses plus simplement, Wittgenstein d'un côté, je dirais, et Karl Kraus de l'autre, deux Autrichiens en l'occurrence. Mais Monod montre très finalement que ces deux pôles de la réflexion de Bouvresse convergent, et que ce qui les réunit et qui est au cœur de la réflexion de Bouvresse, c'est ce qu'il appelle la responsabilité à l'égard du langage. Et ça me semble assez bien vu. Karl Kraus, que je viens d'évoquer, est l'objet de deux contributions, une en français et l'autre en allemand, du germaniste Gerhard Stieg. Bouvresse en effet consacrait plusieurs livres à Kraus, dont il partageait le combat pour la moralisation de la presse, contre la corruption de la vie intellectuelle, la manipulation du discours, l'opportunisme des journalistes, etc. Et on en trouve un écho dans de nombreux textes de Bouvresse. Or, cet intérêt de Bouvresse pour Kraus, qui n'est pas un philosophe, mais qui est un dramaturge, un polémiste, un pamphlétaire, etc., témoigne d'un rapport très original de Bouvresse à la philosophie, finalement. Et c'est par quoi je terminerai. Bouvresse a toujours dit s'être arrogé, je le cite, hein, le droit, presque dès le début, de trouver de la philosophie là où habituellement le milieu philosophique n'en cherche pas. Ce qui explique précisément son intérêt, par exemple, comme un auteur comme Kraus, ou bien encore, et je terminerai par là, pour un écrivain comme Musil, l'un des autres grands Autrichiens qui sont au cœur de l'œuvre de Bouvresse, et sur qui porte ma propre contribution dans le numéro d'Austriaca. Bouvresse, en effet, retrouve chez Musil ce souci de l'exactitude, caractéristique à ses yeux de la tradition philosophique autrichienne, et dans lequel lui-même se reconnaît. Je me permets ici de le citer, tout simplement, si l'on songe à ce qui caractérise la tradition philosophique spécifiquement autrichienne, par opposition à la tradition allemande, le goût de l'exactitude, opposé régulièrement à la prédilection réelle ou supposée des Allemands pour le verbiage et la rhétorique, le culte de la logique et l'intérêt pour les sciences empiriques, le choix de la philosophie des petits pas, de préférence à la grande philosophie spéculative et dogmatique, on s'aperçoit que Musil appartient de toute évidence à la première et en aucun cas à la seconde. Bref, Bouvresse retrouve chez Musil, qui est l'un des rares auteurs qui donne l'impression d'être toujours parfaitement honnête et dont ils se sentent plus proches, au fond la plupart de ses préoccupations. Et il faut souligner que la manière dont Musil s'est appliqué, je dirais, à lire, Bouvresse s'est appliqué, excusez-moi, à lire Musil, c'est-à-dire précisément comme un philosophe, n'a guère d'équivalent dans la littérature qui est consacrée à Musil. Et ce qui est surprenant, y compris dans le monde germanophone. Moi, juste une anecdote, je me suis dit, il y a des années, été amené à faire une conférence à Vienne, à l'Université de Vienne, sur la réception de Musil en France. Et évidemment, je parlais de Bouvresse. Et quand j'ai présenté ça, et les interventions se disent, enfin, qu'est-ce que c'est que ce Musil-là? Enfin, c'est bizarre, c'est pas comme ça qu'on les... C'est quelque chose, je crois, qui est quand même très important à souligner. Or, cette lecture philosophique de Musil est étroitement liée à la conception qu'a Bouvresse du travail philosophique. Bouvresse estime en effet que si la qualité de philosophe n'était que rarement reconnue à Musil, c'est parce qu'il lui manque la chose principale, dit-il, à laquelle les philosophes reconnaissent habituellement l'un des leurs, à savoir un système ou une vision du monde, une Weltanschauung, comme on dirait en allemand. Condition à laquelle Musil ne saurait assurément satisfaire, lui qui tient les philosophes sur une formule fameuse de l'homme sans qualité, pour des violents qui, faute d'une armée à leur disposition, se soumettent le monde en l'enfermant dans un système. Or, Bouvresse, comme du reste chez Wittgenstein,
on chercherait en vain des thèses ou un système, partage précisément cette méfiance de Bouzille à l'égard des grandes constructions systématiques et refuse ce qu'il appelle la conception héroïque, disons, de la philosophie, censée accomplir des exploits herculéens, etc. Bref. De ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'on comprend pourquoi il se reconnaît dans l'ironie de l'auteur de L'homme sans qualité à l'égard des prétentions de la philosophie. Voilà. Écoutez, j'en ai fini là. Au-delà même de sa contribution aux études autrichiennes, l'héritage de Jacques Bouvresse est singulier, est à son image. Il n'est le fondateur d'aucun système ni d'aucune école, en dépit du très grand nombre de ceux qui ont suivi ses cours et lu ses livres. Son héritage moral et intellectuel est avant tout un style et une exigence de rigueur, au fond, un rationalisme de combat, ironique ou satirique, une défense de la précision, de l'exactitude, ce que je viens déjà d'expliquer, et de l'honnêteté intellectuelle, contre la rhétorique, les impostures et les modes intellectuels. Bref, une belle leçon de modestie et de sagesse dans la meilleure des traditions philosophiques. Je vous remercie de votre attention. Je pense que Justin, la parole est à vous. Justin ? Oui, d'abord, Christian, je voudrais te remercier de cette occasion que tu nous as donnée de dire quelque chose en mémoire de celui qui a été pour nous un maître et en un sens un ami. Et c'est vrai que c'est émouvant. Je pense qu'Austriaca était effectivement le médium pour le faire parce que, d'abord parce que Bouvresse a compté évidemment vraiment dans l'histoire de cette revue, et puis des différentes personnes qui avaient derrière cette revue, que ce soit les côtés des études littéraires ou de la philosophie, mais aussi parce que ce motif de l'austrialité, c'est un des fils possibles, il y en a de multiples, mais c'est un des fils possibles pour reprendre toute la trajectoire de Jacques Bouvresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce motif de la philosophie autrichienne, bon, il y a un moment où il est apparu beaucoup dans l'espace de discussion francophone, assez tardivement, à la fin des années 90. Et à ce moment-là, c'était un produit importé, c'était quelque chose que nous recevions d'une certaine tendance, à cette époque-là, de la philosophie analytique européenne, telle qu'elle est développée à ce moment-là en Europe. Mais le motif autrichien, chez Jacques Bouvresse, il est bien antérieur. Il est présent dès les premières œuvres, et dès la toute première réception de Wittgenstein, dès ses ouvrages très flamboyants, qui, je pense, auront marqué toute une génération, qui était La parole malheureuse et puis L'arrivée et la raison, qui avait l'intérêt aussi de présenter ce qu'on pourrait appeler un autre Wittgenstein, c'est-à-dire autre, y compris par rapport à celui, au fond, sur lequel le travail de Bouvresse a pu se fixer ultérieurement. Bon, il n'a jamais renié ces ouvrages-là, il n'a jamais non plus renoncé au motif qui pouvait m'intéresser, qu'il a abordé dans ces ouvrages-là, mais ces motifs peut-être qui se sont déplacés dans son œuvre et qui sont réapparus dans le travail sur d'autres auteurs. Effectivement, au fond, ce qui est la véritable suite de ces ouvrages, de ces premiers ouvrages, c'est plutôt du côté de ce dont tu as parlé, du travail sur Bouzille, du travail sur Krauss, de tout ce qui relève d'une critique de la culture. Alors qu'après, le travail sur Wittgenstein s'est plus focalisé sur les questions plus théoriques, et plus, au fond, l'aspect central de la pensée, en tout cas du travail de Wittgenstein, la réflexion épistémologique et ou de critique de l'épistémologie. Alors, dans les premiers ouvrages, il y avait une ouverture vers la dimension, vers l'inscription au fond de la pensée Wittgenstein dans un espace culturel original. Et dès ses premiers ouvrages, Jacques Bouvresse le caractérisait comme autrichien, mais comme autrichien au sens de raciner dans la culture autrichienne, tout un contexte culturel et historique de la Vienne du tournant du siècle. Et ça, c'est extrêmement original, parce que c'est quelque chose qui, au fond, n'est que très partiellement récupéré par le motif ultérieur de la philosophie autrichienne, qui s'est popularisé dans l'espace de discussion plus étroit des philosophes dans les dernières années du XXe siècle. Je pense qu'il y aurait peut-être lieu de distinguer ce motif de la philosophie autrichienne dans son sens scolastique, ça veut dire en tant qu'on peut y voir une tradition avec certains auteurs philosophes qui entretiennent des rapports de filiation, parfois d'opposition, de transmission, de discussion, et puis un problème plus global qui est celui de la culture autrichienne et puis de ce que la culture autrichienne a pu faire à la philosophie, Wittgenstein étant probablement un des points d'impact, un des effets de ce que la culture autrichienne a fait à la philosophie. Ça, c'est quelque chose dont le premier Bouvresse est très conscient et c'est un motif important. C'est même amusant, je ne me rappelle plus si c'est dans La parole malheureuse, Arrive la raison, je crois que c'est La parole malheureuse. Au début, il y a même un passage où il y a une charge du jeune Bouvresse contre la domination, justement, tu faisais allusion à la formule de Badiou, la formule polémique de Badiou. Alors c'est assez amusant parce que Bouvresse, justement, témoigne d'une très très grande réserve
par rapport à la culture anglo-saxonne. Je crois que c'est au début de la parole malheureuse, mais il nous dit, bon, il y a une sorte d'ironie historique dans le fait qu'un auteur qui lui est aussi profondément étranger que Wittgenstein ait pu finalement être reçu en priorité dans l'espace anglo-saxon. On connaît les raisons historiques de cette transmission, c'est lié à la tragédie du XXe siècle et à l'exil. Tout un pan de la philosophie qui s'est développé au monde anglophone au XXe siècle, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, est lié évidemment à la tragédie du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, l'exil, tous ces philosophes réfugiés. Mais alors ce qui est amusant, c'est que dans ce contexte-là, Bouvresse insiste sur le fait que Wittgenstein, au fond, il reste très très profondément étranger à cette culture-là. Et est-ce que Bouvresse caractérise à ce moment-là comme le conformisme de cette culture? Donc c'est un petit peu amusant de se rappeler Alain Badiou l'attaquer sur ce terrain-là, alors que paradoxalement, avec des très grandes différences par ailleurs, à ce niveau-là, il partage peut-être une certaine sensibilité. Alors c'est quelque chose évidemment qui est peut-être beaucoup moins présent lorsqu'on avance au fil des décennies. Disons que c'est plus le problème, en tout cas, c'est plus le débat intellectuel des dernières années du XXe siècle. Mais il y avait ça au départ, ce qui veut dire que l'austrianité est un motif qui a joué un rôle initial, et avec dès le départ une porosité entre le philosophique et le culturel dans le sens plus global. Ce qui était autrichien pour Bouvresse, c'était pas simplement une certaine production philosophique, mais c'était toute une littérature, le rapport aux arts, la musique, tout cet univers culturel très très riche, qui est au fond dans le rapport à quoi il a grandi. Hein. Il le rappelait parfois, c'était aussi quelque chose évidemment qui était surprenant pour nous, qui sont de génération. Pour nous, Bouvresse, on avait de multiples casquettes, mais une des casquettes, c'était tout de même pour nous un des grands maîtres ayant enseigné, ayant transmis, ayant ouvert l'espace de la philosophie analytique en France. Ce n'était pas le seul, bien sûr, il y en avait d'autres, mais il avait joué un rôle absolument central à ce niveau-là, également par sa capacité à traiter des sujets très très différents. Hein. Ces séminaires, pendant des années, à Paris 1 puis au Collège de France, ont vraiment été une école, introduisant y compris à des choses qui lui étaient probablement très éloignées. Par exemple, il a fait cours sur Dennett. Bouvresse n'était pas un auteur... pas un philosophe spontanément très naturaliste, il n'était probablement pas du tout sur une ligne comme celle de Dennett, mais c'est une des choses qu'il a transmises, et il a ouvert comme ça toutes sortes de choses. Alors, le résultat, c'est que pour beaucoup, c'était, alors ça explique sans doute la fin de polémique de Badiou, c'était au fond un de ceux qui avait fait croître l'influence et la transmission de la philosophie analytique en France. Et la philosophie analytique, pour tout le monde, il y avait cette fausse évidence qui était que c'est la philosophie qui se fait en anglais, c'est la philosophie des anglo-saxons, comme disent volontiers les francophones, cette formule qui n'aime pas beaucoup les anglophones avec raison, parce que les anglo-saxons, qu'est-ce que c'est? C'est un concept par définition très, très hétérogène, derrière il y a toutes sortes de cultures différentes, mais il y avait cette assimilation-là. Or, Bouvresse s'est mis à rappeler, dans le privé, que, en fait, au départ, pour lui, ça avait été très compliqué, puisqu'au départ, il ne savait pas l'anglais, il était un germaniste, fondamentalement. Il avait grandi, la langue qu'il avait apprise à l'école, jeune, c'était l'allemand, il avait grandi dans l'intérêt, la curiosité, la fascination pour la littérature germanophone. Et il la connaissait, pas seulement la philosophie, mais il avait grandi dans tout un intérêt pour tout ce qui paraissait, pas seulement en Autriche, hein, aussi en Allemagne, la littérature contemporaine, les romans qui sortaient. Il avait une culture extraordinaire de ce point de vue-là. Et après être amené à faire de la philosophie, qui était une philosophie qui se développait beaucoup au contact du monde anglophone, avait supposé de sa part un certain effort, d'abord un effort linguistique, mais aussi un certain décentrement, parce que ça n'était pas le bain culturel dans lequel il se sentait spontanément le plus à l'aise. Et ce n'était pas forcément ce qu'il aimait. Alors le thème revenait d'ailleurs parfois à la fin sur un autre mode intéressant, lorsqu'il insistait sur le fait que bon, c'était bien gentil que la philosophie analytique se produise comme ça massivement en anglais au niveau international, mais qu'il ferait bien parfois de faire attention aussi à ce qui se fait. Par exemple, chez nous, dans l'espace francophone, en particulier en France, et Jacques Bouvresse n'avait jamais accepté l'idée qu'il y aurait une uniformisation, et notamment une uniformisation linguistique, et que la philosophie, par exemple en français et française, était vouée à s'effacer. Autant il était un critique féroce et impitoyable d'un certain nombre de tares culturelles et sociétales de la pratique de la philosophie en France, autant ça a une grande importance pour lui que la philosophie française comme telle existe et qu'elle produise quelque chose de divers. Alors je pense que c'est... Parce qu'il peut y avoir une énigme dans ce thème de l'austrianité. Un philosophe aussi fondamentalement universaliste, rationaliste que Jacques Bouvresse, c'est pas un philosophe de l'identité. Il ne va pas fétichiser, mettre en exergue une identité particulière. Mais ce qui l'intéressait dans ce motif de l'austrianité, c'était évidemment une richesse culturelle
fait qu'il y avait là un univers tellement riche que justement il ouvrait toutes sortes de portes, il permettait toutes sortes de choses, et c'était à cette richesse qu'il ne voulait pas que nous renoncions, y compris avec à la fois son exigence de rigueur, pratiquer la philosophie avec la rigueur maximale sur des sujets parfois austères, avec une dimension technique, une exigence technique, mais aussi ne jamais abandonner l'intérêt pour des objets culturels et cette capacité de la philosophie à aller chercher, au fond, la question du savoir et de l'expérience là où elle se trouve, y compris par exemple dans la dimension littéraire, qui est quelque chose qui l'a obsédé jusqu'à la fin de sa vie. Encore très tard, il a encore publié des livres autour de cette question, autour de la question du savoir de la fiction, dans quelle mesure la fiction peut-elle véhiculer un savoir. Alors je pense que pour lui, l'espace culturel autrichien, c'était tout ça à la fois. Parce qu'évidemment, si on restreint le motif à la seule notion de philosophie autrichienne, telle qu'elle a pu être réinventée historiquement, bon, d'abord par Rudolf Haller, après la Seconde Guerre mondiale, avec une dimension historiographique, à rétablir l'histoire et les traditions oubliées, puis telle qu'elle a pu être instrumentalisée par une certaine tendance à la philosophie analytique dans le dernier quart du XXe siècle. Là, on a affaire à un concept qui est un concept à la fois plus restrictif, qui ne recouvre pas forcément toute cette richesse culturelle, ou en tout cas, la question de la relation avec cette richesse culturelle n'est pas triviale, ça ne va pas de soi. Dans le cas de Bouzille, ça marche assez bien, parce que Bouzille était un écrivain philosophe, il avait une formation philosophique et épistémologique, et la continuité entre l'exigence d'exactitude de son style et puis ses pratiques philosophiques est relativement obvie. Dans d'autres cas, c'est moins évident de construire cette relation. Et puis surtout, ce motif de la philosophie autrichienne, non seulement il est plus restrictif, mais il n'est pas sans porter ses problèmes que tu as rappelés, parce qu'il est évident qu'il y a des tensions au sein de cette constellation de philosophie dite autrichienne. Moi, j'en vois une majeure, et c'est quelque chose dont j'avais eu l'occasion de discuter avec Jacques Bouvresse à plusieurs reprises, et il était un peu une sorte d'évitement là-dessus, parce qu'en fait, il y avait une dimension aussi stratégique. Il voulait endosser cette idée de philosophie autrichienne de façon polémique contre une certaine mythologie très caractéristique du rapport de l'université française à l'histoire de la philosophie, qui n'en avait que pour la philosophie allemande. La philosophie était par destination la philosophie allemande, et la philosophie allemande, c'était quoi? C'était l'idéalisme allemand. Donc il y avait une surdétermination complète de la vision de la philosophie de langue allemande telle que nous la pratiquions en France. Alors, contre ça, évidemment, il jugeait bon de faire jouer ce motif de la philosophie autrichienne, et ainsi il nous a permis de redécouvrir des auteurs qui en France étaient complètement ignorés et qui sont fondamentaux, ne serait-ce que par exemple un auteur aussi important que Bolzano. On doit beaucoup à Bouvresse en termes d'existence de cet auteur dans le champ français. Seulement, il y avait un petit problème, qui est que si on prend cette tradition, bon, d'abord il y a une évidence historique qui est celle de deux strates assez différentes. Il y a la strate qui renvoie à l'Empire des Habsbourg, Bolzano, Brentano, l'école de Brentano dans sa très grande richesse, tous les élèves de Brentano, dans une certaine mesure jusqu'à Husserl, en tout cas le Husserl compris. Et puis après, il y a l'après-guerre, le cercle de Vienne. C'est tout de même assez différent. C'est assez différent, ne serait-ce que parce que le cercle de Vienne, dans sa critique de la philosophie traditionnelle, probablement a comme cible, entre autres, également ce massif-là de la philosophie autrichienne, tout ce qui peut se caractériser comme métaphysique. La philosophie autrichienne de l'Empire des Habsbourg, dans l'ensemble, n'a pas de problème énorme à se caractériser comme métaphysique. Évidemment, il faut faire une différence probablement entre Ernst Mach, de ce point de vue-là, et puis l'école de Brentano, Bolzano, mais Bolzano et les Brentaniens sont des métaphysiciens et des métaphysiciens sans complexe. Le cercle de Vienne a ouvert un programme philosophique qui est celui de la critique anti-métaphysique. Après, il y a une première tension. Là-dessus, je pense que Bouvresse était plutôt du second côté. Bouvresse n'était pas un auteur qui avait une sympathie énorme pour la métaphysique. Or, accepter la philosophie autrichienne comme un bloc, c'était accepter, j'allais dire en fraude, mais c'était même pas en fraude, parce que les étiquettes étaient très visibles sur les bagages, c'était accepter le retour d'un certain type de métaphysique décomplexée. Le deuxième problème, et ça je pense c'est important aussi pour la trajectoire philosophique de Bouvresse, c'est que Bouvresse n'a jamais restreint sa problématique à la philosophie du langage, mais la philosophie du langage a quand même toujours joué un rôle organisateur, directeur, conducteur dans ce qu'il faisait. Alors là, à ce niveau-là, il y a aussi une tension dans la tradition dite autrichienne. On a des auteurs qui sont plus du côté de l'analyse du langage, avec des thèses d'ailleurs très diverses, certains des thèses qui consistent à démythologiser le rapport au langage, à critiquer
l'idée que pour comprendre le langage, il faudrait placer dans le langage des entités qui seraient le véritable objet des énoncés. D'autres auteurs qui, au contraire, font exactement l'inverse, dont le principal problème est d'introduire de telles entités et de défendre l'existence de telles entités. Et puis de l'autre côté, il y a des auteurs pour lesquels le langage est beaucoup moins immédiatement important, ou bien il l'est sur un mode négatif. Par exemple, chez Brentano, le langage est important, mais le langage est important en tant qu'il doit être critiqué, et fondamentalement, le véritable versant positif de l'analyse est du côté de l'analyse des contenus mentaux, de l'analyse introspective des contenus psychiques. Ce n'est pas du tout le même point de vue que Bolzano ou bien que le Cercle de Vienne, en prenant là encore de références qui pourtant elles-mêmes devraient être opposées sur d'autres plans. Donc il y a une très grande hétérogénéité, et faire comme si cette hétérogénéité pouvait être réduite à une simple hétérogénéité de contenu, de doctrine, comme si elle ne mettait pas en jeu des rapports différents à la philosophie, au statut critique ou pas de la philosophie, au type de rapport dans lequel la philosophie doit être ou pas avec son langage, je pense que ça serait naïf. Il y a vraiment des oppositions qui sont oppositions sur la nature même de l'activité philosophique. Alors je pense qu'à la fois un des grands intérêts de la démarche de Bouvresse, qui comme toujours à ce niveau-là a été un maître, a été quelqu'un qui introduisait finalement les choses, c'est qu'il nous a donné accès à tout ça, et en un sens à tout ça à la fois, mais en même temps ça n'exclut pas que chez lui il pouvait y avoir une sensibilité qui était une sensibilité qui privilégiait certains aspects. Et je pense que de ce point de vue-là, il est certain que même si son œuvre ne serait due nullement à avoir fait passer en France Wittgenstein, elle l'a fait, mais elle a fait aussi beaucoup d'autres choses, il est sûr que son point de vue est tout de même toujours plutôt resté du côté de Wittgenstein, ce qui veut dire qu'en fait, il y a toujours eu, malgré tout chez lui, un refus de penser l'activité philosophique comme étant une activité vouée à établir une doctrine et à produire, entre guillemets, une métaphysique. Je dis entre guillemets parce qu'il va falloir dire toutes sortes de choses, mais en tout cas, ça n'a jamais été du tout le rapport qu'il a eu à la philosophie que de prétendre établir une métaphysique. Alors je pense qu'en faisant ça, en adoptant cette attitude, il a retenu un aspect de la tradition qu'on peut qualifier d'autrichienne, mais c'est aussi un principe d'opposition, de contraste au sein de cette tradition, au sens où c'est pas vrai que tous les auteurs qu'on place aujourd'hui sous le philosophie autrichienne viennent dans ce sens-là. Au contraire, c'est même une pulsion très profonde de cette tradition que d'aller dans l'autre sens. Il y avait deux choses à la fois. Ouais. Alors ça pose aussi certainement la question de la singularité de Wittgenstein dans cette tradition et dans le rapport à tous ces philosophes de la première génération de la philosophie autrichienne que Wittgenstein a hérité, mais aussi qu'à sa façon certainement, d'une certaine façon, il déconstruit. On peut dire Wittgenstein, en tout cas comme un philosophe qui nous fournit des outils pour déconstruire des entreprises ontologiques, par exemple comme celle de Meinong, ou psychologiques comme celle de Brentano, en tout cas qui nous permet de mettre à distance l'usage que ces auteurs avaient de leurs concepts, et poser la question du langage dans lequel ils ont pu énoncer ces concepts. Alors je pense qu'à la fois, ça c'est quelque chose que Bouvresse, pourquoi Bouvresse nous a donné les outils, il a permis de penser ces tensions, ces contradictions, ces difficultés, mais c'est aussi probablement des tensions, des contradictions, des difficultés entre lesquelles il a lui-même circulé et un peu hésité, tout en ayant, il faudrait distinguer suivant les termes pascaliens qu'il affectionnait, je pense que le cœur avait une orientation parfaitement définie. On savait bien de quel côté il penchait, mais intellectuellement, il voulait prendre le temps de considérer aussi les différentes possibilités. Et je pense que c'était quelque chose qui explique aussi quelque chose de sa trajectoire, toute la dernière phase de son œuvre lorsqu'il était au Collège de France, où, en un sens, par exemple, sur le terme de la théorie de la perception, il a reconsidéré toutes sortes de théories, d'explications philosophiques et scientifiques de la perception qui s'éloignaient relativement de la critique wittgensteinienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était passé d'un bord à l'autre, mais il pensait qu'il fallait prendre le temps de regarder. Et je pense que cette hésitation, c'est aussi une forme d'attention aux choses et aux discours. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important que j'espère on peut hériter de lui et qu'on peut essayer de poursuivre maintenant. Merci Jocelyn. Pierre, je crois que c'est... Oui, je vais dire quelques mots aussi. C'est vrai qu'on peut difficilement se défaire d'une certaine émotion au moment de rendre hommage à Jacques Bouvresse, parce que pour nous, pour Jocelyn, pour Christian, pour moi, il a été un maître et un formateur. Il nous a vraiment, d'une certaine manière, profondément formés à la philosophie. Et ça... c'est un peu curieux parce que ça ressort de ce que Jocelyn vient de dire, c'était tout sauf un doctrinaire. Et il aimait explorer des voies les plus diverses, y compris dans le genre de matières scientifiques, littéraires, philosophiques qu'il pouvait explorer.
et à la fois dans la pluralité des doctrines. Alors, ce qui me frappe d'autant plus, c'est que lorsqu'on interroge aujourd'hui les étudiants ou même les jeunes collègues, je me suis aperçu de combien ils étaient souvent ignorants de Jacques Bouvresse. Et je me suis demandé, je crois que c'est l'occasion de se demander, comme Christian et Jocelyn l'ont fait, qu'est-ce que nous avons appris de lui, qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Et ce qu'il nous a enseigné, c'est certainement pas une doctrine. Alors, en réalité, c'est beaucoup de choses. C'est énormément de choses entre lesquelles il est difficile de faire qu'il est difficile de démêler. Moi, j'ai choisi dans l'article que j'ai rédigé pour ce volume d'Austriaca de parler du cercle de Vienne. Parce que c'est quelque chose qui a occupé l'esprit de Jacques Bouvresse tout au long de sa carrière philosophique, depuis le début, un des premiers, alors à la fois le cercle de Vienne et puis Carnap. Carnap n'est pas le seul membre du cercle de Vienne auquel Jacques Bouvresse s'est intéressé, loin de là. Il s'est notamment intéressé à Schlick, à Neurath également. Mais Carnap et le cercle de Vienne, c'est vraiment quelque chose qui constitue une sorte de fil rouge de toute sa carrière philosophique. Il a consacré l'un des premiers articles à Carnap, qui a été repris dans La Parole malheureuse, et tout à la fin de sa vie, il a écrit un très très beau texte que je ne peux que encourager à lire, qui est un très long article qui a la forme d'un petit livre, Rudolf Carnap et l'héritage de la Aufklärung, qui donne un autre exemple de la manière dont Jacques Bouvresse pouvait aller rechercher dans le contexte culturel d'une pensée les moyens de la comprendre. C'était vraiment un très très bel article que je ne peux que recommander. Alors, on ne peut pas dire pour autant que Jacques Bouvresse ait en aucune manière épousé les thèses défendues ou les idées défendues par tel ou tel auteur membre du cercle de Vienne. Bien au contraire, il a été souvent critique de Carnap sur certains points, critique des autres membres du cercle de Vienne aussi sur d'autres points, mais c'est ça a été quelque chose comme un fil conducteur de sa pensée, et il est revenu à cette thématique finalement tout au long de son parcours philosophique. Et lorsque l'on se demande lorsque nous demandons ce que Jacques Bouvresse nous a appris, ce que nous avons tiré à la fois de son enseignement, mais également de sa conversation, de son style, de sa manière d'être également, parce que ça fait partie de ce qu'il nous a transmis, plutôt qu'enseigner, ou la manière dont il nous a formés. C'était vraiment quelque chose, un tout. C'était pas seulement ce qui était dit dans les cours, mais les discussions qui se prolongeaient après les cours, dans les couloirs, au café. Et puis, alors, si on essaye de dire ou de faire on va pas faire une liste, mais d'essayer de dire quels sont quel est son héritage pour nous, ce qu'il nous a appris. Je crois que ce qui a déjà été dit le fait comprendre beaucoup. Moi, je voudrais souligner certains points. Il y a, par exemple, le rapport... si Jacques Bouvresse s'intéresse au cercle de Vienne, c'est pas parce qu'il y a des thèses, mais c'est pour défendre ou pour illustrer une certaine pratique de la philosophie. Et une certaine pratique de la philosophie, notamment dans son rapport aux sciences. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très intéressant dans l'œuvre de Jacques Bouvresse, la manière dont il a réalisé
un certain rapport aux sciences. C'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux sciences, mais qui critiquait également la manière dont certains philosophes amoureux du style ou de la suggestion en faisaient usage. Et pour Jacques Bouvresse, eh bien, la philosophie pose des problèmes que les sciences ne peuvent pas résoudre, mais des problèmes pour lesquels il est important de prendre en considération ce que la science nous enseigne. Tout en sachant que la science ne pourra pas décider de la solution à donner au genre de problème que soulève la philosophie. Alors, c'est ce rapport complexe aux sciences qui a été l'un des éléments qui, en tout cas pour moi, qui a été vraiment extrêmement formateur. Il est tout à fait singulier, remarquable que la chaire de Jacques Bouvresse au Collège de France, en dépit du fait qu'il se soit beaucoup intéressé aux sciences, ne s'intitule pas philosophie des sciences, pas du tout, hein, c'est philosophie du langage et de la connaissance. Les sciences sont dans un rapport à la philosophie qui n'est pas, chez Jacques Bouvresse, qui n'est pas vraiment celui de ce qu'on nomme aujourd'hui, de manière maintenant classique, la philosophie des sciences. C'est un autre rapport, il pose des questions de philosophie qui sont en rapport ou ne sont pas en rapport avec les sciences, il les tire de toutes sortes d'interrogations, et il va chercher, lorsque les connaissances scientifiques sont utiles, voire indispensables, il va les chercher et les mobilise pour qu'elles contribuent à une réflexion sur les problèmes philosophiques qu'il soulève. Alors, un autre point qui a été très important et qui a été très formateur, c'est un certain rapport à l'histoire de la philosophie. Il a vraiment, à mes yeux, défait une certaine image de ce qu'était l'histoire de la philosophie, en tout cas à une certaine époque, comme une succession de grands auteurs, des sortes de héros qui seuls ont pu produire la construction, typiquement la construction de systèmes philosophiques. Et Jacques Bouvresse est vraiment quelqu'un qui nous a fait comprendre qu'on pouvait avoir une toute autre approche de l'histoire de la philosophie, et que l'histoire de la philosophie avait été constituée dans son histoire par des myriades d'autres auteurs, des myriades d'autres contributions que ces quelques grands auteurs qui étaient immanquablement enseignés dans les parcours universitaires ou les parcours philosophiques, même au lycée. Donc il nous a fait, ça a été évoqué tout à l'heure dans ce que vous avez dit, mais il nous a fait découvrir, c'est pas seulement qu'il nous a fait découvrir des auteurs qui ne nous étaient pas familiers, qui a été recherché, c'est que ce travail sur des auteurs qui avaient longtemps été considérés comme mineurs a impliqué une réforme de la conception même de l'histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie, c'est tout autre chose que la considération d'un petit nombre de grands auteurs, de grands textes, qu'on pourrait... L'histoire de la philosophie, elle est en un certain sens infinie, au sens où il y a tant d'auteurs qui ont contribué qu'on ne peut pas en faire la liste, et sans qu'il y ait non plus, ça aussi a été souligné, de coupure ou de séparation nette entre des auteurs qui seraient littéraires, d'autres qui seraient philosophes, d'autres qui seraient scientifiques. Il y a chez Jacques Bouvresse une sorte de circulation entre des genres ou des catégories, je vais dire littéraires, mais au sens large, au sens où la science peut être un genre littéraire, qui fait qu'il a, par sa pratique de ses auteurs, de ses textes,
fait comprendre ou fait émerger une autre manière de philosopher, vraiment. C'est quelque chose également qui ressort de sa pratique de la philosophie dans ses cours, qui était extrêmement important, extrêmement singulier et qui pouvait être surprenant. Je me souviens avoir été surpris par la méthode Jacques Bouvresse, parce que c'est une méthode que je n'avais jamais vue nulle part, pratiquée, et que j'ai mis un certain temps à comprendre, à démêler. Il avait l'art de commencer par une longue citation d'une quinzaine de lignes, qu'il lisait patiemment, et puis d'entrer dans la citation, de faire des commentaires, et au travers d'une analyse sinueuse mais extrêmement profonde, eh bien, à faire ressortir d'un discours continué des problèmes authentiquement philosophiques qu'il allait chercher chez des auteurs scientifiques, littéraires, philosophes, mineurs, majeurs ou autres. Et ce style-là, c'est également quelque chose qui, je pense, a été transmis, mais transmis de manière quasiment inconsciente et quasiment malgré soi, quoi. Et qu'on peut retenir. Il y a également, si je réfléchis aux différents aspects je ne vais pas dire de son enseignement, mais de ce qui résulte de Jacques Bouvresse, de son être, de sa manière d'être, de sa manière de philosopher, c'est, Christian a prononcé le mot, d'une certaine modestie. Alors, modestie, surtout au regard de l'immensité de son œuvre, hein, une cinquantaine d'ouvrages, environ 150 articles, chapitres de livres, interviews, etc. C'est une œuvre énorme, on va dire, c'est pas du tout modeste. Mais en réalité, c'est une attitude modeste. Une attitude modeste au sens où il ne s'agissait pas pour lui de construire un système, mais d'explorer des problèmes, de soulever des difficultés, de nous les faire comprendre, de faire voir des difficultés philosophiques là où peut-être, ou chez des auteurs, dans des textes auxquels nous n'aurions peut-être pas pensé. Et cette modestie, elle va également avec l'idée d'une philosophiste, hein, une expression qui est très parlante, que Christian a également citée, mais je pense qu'il est important vraiment de souligner cette idée d'une philosophie des petits pas. Cette idée que la philosophie se construit petit à petit par un travail continu et un travail qui est également collectif. Alors ça peut paraître un peu paradoxal chez Jacques Bouvresse, parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui avait le sens du travail collectif, mais indirectement, si. Même si il ne participait pas volontiers à des travaux collectifs, encore que je l'ai vu pratiquer ce genre de travail collectif lorsque nous avons organisé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années un séminaire sur la syntaxe logique du langage de Carnap à l'IHPST, rue du Four. Il était là, il nous a confié la traduction de la syntaxe logique qu'il avait réalisée juste après la mort de Carnap pendant l'année universitaire 1970-71. Traduction qui a malheureusement qu'il n'a pas réussi à faire paraître, mais on garde bon espoir qu'elle paraisse prochainement. Donc ils nous avaient confié sa traduction et on en avait discuté. Donc là on le voyait dans un authentique travail collectif de séminaire. Mais je dirais que ce n'était pas sa manière privilégiée de travailler, et c'était plutôt, je crois qu'il le reconnaissait lui-même, un travailleur solitaire. D'où les innombrables articles et livres qu'il a pu écrire. Il n'empêche qu'au travers de cette œuvre, il y a quelque chose de collectif qui se construit,
et qui se comprend par opposition à l'idée d'un système philosophique, d'une vision du monde qui s'exprimerait dans un système philosophique. C'est plutôt en ce sens-là qu'il y a quelque chose de partagé et de collectif dans le travail philosophique, qui est une philosophie des petits pas aussi. Donc ça fait également partie des choses que Bouvresse nous a transmises. Un autre point important, c'est son art de la... Comment dire, ce n'est pas de la polémique, mais c'est de l'art de l'indignation, de la protestation contre quelque chose, là où une sorte de démon socratique venait en lui, naissait en lui, disait non, là, non, et il fallait critiquer, il fallait jusqu'à attaquer, et lorsque quelque chose ne lui plaisait pas philosophiquement, eh bien, il prenait sa plume et il écrivait, et ça faisait partie, c'est aussi un enseignement, quelque chose qu'on peut retenir de ce qu'il a pratiqué, c'est-à-dire à la fois un art de l'analyse dans la profondeur, souvent à partir d'une citation, un art de mettre en évidence, de faire naître des difficultés, et également un art de la protestation, de l'indignation, de la lutte, du combat philosophique. Je dirais également que dans cet art de l'analyse tout à fait singulière, parce que ça ne ressemble pas du tout à la philosophie analytique, en fait, ce que j'appelle un art de l'analyse à la Bouvresse, ça ne ressemble pas à l'image qu'on a de la philosophie analytique, ça ne ressemble pas non plus à du Wittgenstein, ça ne ressemble pas du tout à la tradition des historiens de la philosophie, ça ressemble à du Jacques Bouvresse, tout simplement. C'est une manière d'aller dans la profondeur sans que forcément l'analyse conduise à des conclusions claires. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait frappant lorsqu'on lit Bouvresse ou lorsqu'on l'écoute dans les enregistrements dont on dispose, c'est que lorsqu'il conduit une analyse, on ne sait pas forcément là où il veut en venir, c'est que son but n'est pas nécessairement de défendre une thèse. Son but n'est pas nécessairement de dire, voilà, je vais défendre une thèse et puis je vais amener des arguments en faveur de cette thèse. Et en ce sens, ce n'est pas je dirais que ce n'est pas une philosophie de l'argumentation en ce sens-là. Alors c'est une philosophie argumentative, assurément, critique et argumentative, mais pas au sens d'une analyse qui débouche nécessairement sur l'énoncé d'une thèse qui est la thèse qu'il aurait voulu défendre. Au fond, l'apport d'une analyse à la Bouvresse, c'est plutôt la compréhension d'une difficulté qu'il a su mettre en évidence, d'une tension, d'un intérêt, c'est ce genre de travail qu'il avait à cœur de pratiquer dans ses cours. Bon, voilà quelques-uns des éléments, il y en a beaucoup d'autres, hein, des éléments de ce que je crois nous pouvons collectivement, nous qui l'avons connu au sens où nous avons été ses élèves, sans qu'il ait jamais, effectivement, je crois que Christian l'a dit tout à l'heure, voulu ou cherché à fonder quelque chose comme une école de pensée. Jamais, pas du tout. C'était pas du tout son style ou ses intentions. Bon, voilà les quelques éléments que je voulais évoquer avec vous. Je sais pas, peut-être qu'on peut ouvrir la discussion. Ouvrir la discussion. S'il y a des questions, je ne sais pas. Je voudrais savoir, est-ce qu'il a aussi été intéressé par la philosophie mathématique et la logique, mais je voudrais savoir, en philosophie des sciences, est-ce qu'il s'est intéressé, disons, à ce qu'on appelle les révolutions scientifiques, est-ce qu'il a
travaillé dans ce sens, qu'est-ce qu'il a avancé sur ce sujet? Tout à fait. Alors, je crois que oui, il a. Alors, après dire, il y a peu de sujets. On va dire qu'il a parlé de tout. Il y a peu de sujets dont on peut dire qu'il n'a vraiment pas du tout traité. Enfin, si on pourrait certainement en trouver, mais il avait un intérêt tout particulier pour. Tout à l'heure, je disais que son rapport de la philosophie aux sciences n'était pas celui de la philosophie des sciences. Je ne veux pas dire par là qu'il n'a pas pratiqué la philosophie des sciences, telle qu'on l'entend aujourd'hui, et également pratiqué la philosophie des mathématiques. Hein. Ça, bien sûr, ça fait une partie très importante de son travail, de réflexion, mais d'une manière singulière. Alors, il a été un grand admirateur et un grand lecteur et un grand passeur de quelques-uns des grands philosophes des sciences du XXe siècle. Je pense à Carnap notamment, à Reichenbach, à Popper et à bien d'autres, dont il a abondamment lu, commenté, discuté, introduit. Alors, sur la logique, là, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut absolument ajouter, parce que il me semble qu'il manque encore, ça serait vraiment une étude à faire, une histoire des rapports entre la logique et la philosophie, particulièrement en France, au XXe siècle. Et là, on peut dire que Jacques Bouvresse a été l'un des philosophes logiciens qui ont introduit la logique dans le ou les départements de philosophie. Ce n'est pas le seul, hein, ce n'est pas du tout le seul, mais il a largement contribué à la fin, là il faudrait vérifier les dates exactes, mais à la fin des années 60 ou au début des années 70, à introduire l'enseignement de la logique dans les UFR, ou départements de philosophie. Il a largement contribué à introduire la logique pour les philosophes. Ses premières années d'enseignement à Paris, pendant des années, il a enseigné la logique. Tout à fait. Pendant 10 ans. Tout à fait. Tout à fait. Quasiment exclusivement la logique. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y avait toute une équipe de... il y avait bon, encore une fois, il faudrait faire toute une histoire, on ne va pas tenter de la faire maintenant, mais au tournant des années 60-70, il y a eu, dans la relation avec certains logiciens qui travaillaient du côté des mathématiques, eh bien, un jeu de, pas dire d'influence, mais de contact et de transmission qui a donné naissance à une pratique de la logique en philosophie qui est encore celle que nous connaissons aujourd'hui. Et sur ce point de vue-là, nous lui devons également énormément. Merci pour vos interventions. À plusieurs reprises, vous avez dit que Bouvresse n'avait pas essayé de construire une école, de transmettre un système en particulier, mais il me semble bien qu'il revendiquait un certain réalisme. Je voulais savoir en quoi est-ce que ce réalisme de Bouvresse ne signifiait pas une école en particulier. Merci. C'est une question pour toi, ça. Oh, non, je crois que c'est plutôt pour toi, mais non, c'est vrai que Bouvresse a pu mettre en avant ce motif à plusieurs reprises. Bon, le texte le plus net, c'est les entretiens, en fait, avec Jean-Jacques Rosard, le philosophe réel. Après, je pense qu'il y a deux choses distinguées. Il n'a jamais cherché à faire école, il a plutôt toujours cherché à la fois attirer l'attention sur certaines choses, et généralement des choses dont il pensait qu'on les avait ratées très largement, on les avait ignorées. Et puis il a cherché, comme Pierre l'a dit, au fond, à transmettre, alors je ne sais pas si c'est une méthode, mais en tout cas une façon de faire, un mode de rapport à la philosophie. Donc c'est ça qui était le plus important pour lui, ce qui fait que parmi les gens qui ont pu
du devoir, une part importante de leur formation d'une façon ou d'une autre et dans des générations différentes, ben, on retrouve aujourd'hui des philosophes qui font vraiment toutes sortes de choses très différentes les unes des autres. Et je suis tout à fait convaincu que c'est pas le cas que tout cela se réclame forcément du réalisme. Certains peut-être, mais c'est pas du tout un label complètement partagé. Je pense qu'il n'a jamais voulu ça. De toute façon, après que lui-même ait pu utiliser ce motif, c'est certain. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les propos les plus explicites, c'est dans les entretiens avec Jean-Jacques Rosa, donc qui ont un caractère en un sens autobiographique, hein, d'une autobiographie intellectuelle, en tout cas c'est un aspect de ces entretiens. Et je trouve qu'assez intéressant la façon dont ce motif du réalisme est amené dans ce contexte-là, parce que c'est pas du tout en termes doctrinaux, c'est pas en termes de choix d'une doctrine philosophique, mais d'une certaine façon, ce qui est rappelé au début, hein, c'est quasiment une forme de réalisme du sens commun, puisqu'il y a, il y a cette mise en scène, mais qui est une mise en scène qui a aussi sa réalité, hein, qui renvoie à une réalité biographique, où il raconte l'été où il travaille dans les champs, et il va dépierrer des champs, et là, il y a le moment où il y a un petit moment de vertige, parce qu'il se dit, mais au fond, tout ce que j'apprends là en philosophie, évidemment, il y a la référence obligée qu'on attend dans ce contexte-là, et qui vaut ce qu'elle vaut à Berkeley. Il dit, oui, au fond, qu'est-ce que ça vaut contre cette expérience-là? Alors, c'est délibérément naïf, hein, c'est une provocation aussi, c'est une façon de ramener les philosophes sur le terrain, pour le coup, là, vraiment, c'est du fieldwork, comme dirait Austin, mais là, au sens propre du terme, on est dans les travaux des champs. Mais je pense que c'est peut-être d'abord ça, chez lui, l'exigence de réalisme. C'est une façon toujours de ramener la philosophie sur un terrain qui est celui où il y a des expériences réelles, des difficultés réelles, des choses à faire, ça marche ou ça marche pas, et au fond rien ne l'agace autant qu'une façon pour la philosophie de se placer dans une posture qui veut ignorer cette friction, ce frottement de la réalité. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a une doctrine philosophique unique qui s'appelle le réalisme et qui serait la doctrine capable de rendre compte de ça. Ça, c'est une autre question. Mais je pense que le motif réaliste chez lui, il a d'abord une fonction critique et pour fonction de s'opposer à un certain nombre à une façon que la philosophie a de prendre ses aises et de s'envoler un peu trop vite, au fond, du terrain de l'expérience commune, où il y a des difficultés et où les choses ne marchent pas toujours comme on veut. Et la contrainte de réalité, ça a aussi un sens très, très immédiat, très pratique. Et il ne faut pas l'oublier trop vite. Alors après, c'est vrai que ça l'a conduit aussi à s'intéresser historiquement à un certain nombre de doctrines qui sont du côté, entre guillemets, du réalisme. C'est le cas, évidemment, de Bolzano, de Brentano, pour revenir au grand fondateur de la philosophie autrichienne. Mais je pense que là, il ne faut pas sous-estimer aussi la fonction, alors, polémique. Bon, la rectification de Pierre faisait l'instant est juste, hein, ce n'était pas forcément la polémique, mais disons qu'il y a une fonction polémique au sens où un auteur autrichien important, Adolf Reinhardt, dit qu'il y a un usage polémique de la négation, parce qu'on nie pour rectifier quelque chose. Lorsque Bouvresse va valoriser le réalisme, par exemple, de Bolzano, contre l'idéalisme allemand, ben, l'important c'est le contre. L'important c'est la fonction distinctive, hein, c'est le contraste construit, c'est une façon de déstabiliser la fausse évidence qu'avait pu revêtir un certain type de philosophie pour nous. Dans une certaine tradition, on a naturalisé l'idéalisme allemand comme étant le grand phénomène philosophique du XIXe siècle. Et ça induit toutes sortes de crampes, hein, pour parler comme Wittgenstein, de crampes mentales, et notamment le fait que, par définition, le réalisme c'est forcément idiot, la philosophie est forcément du côté de l'idéalisme c'est plus intelligent, ça réclame, il faut investir l'esprit, il faut investir l'idée là-dedans. Alors Bouvresse nous dit, mais non, les auteurs qui ont des revendications réalistes, finalement c'est peut-être pas si mal. Je pense que l'important c'est que ça intervient dans un champ, ça intervient toujours comme un élément de critique, un élément de subversion d'un certain sens, de transformation du paysage. Et au fond, c'est une façon, là pour raisonner comme Wittgenstein, c'est une façon de réorienter notre volonté. L'important, c'est plutôt l'exercice que nous faisons en essayant de voir les choses autrement, brusquement, en nous disant, mais finalement, au fond, pourquoi ça irait de soi que le réalisme, c'est stupide philosophiquement? Si on change de point de vue, ben, peut-être que brusquement, on aperçoit certaines choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Ça ne veut pas dire qu'il y a une doctrine qui nous attend là et qui serait la vérité, comme si la vérité était déjà faite ou obtenue. Ça, rien n'était plus loin du rapport de Bouvresse à la philosophie que ça. On pourrait aussi invoquer un autre motif. Il y a le réalisme, mais il y a aussi le pragmatisme. Dans le mythe d'intériorité, il y a l'importance de Peirce, hein, et à l'idée de l'enquête, de la quête et d'une quête infinie. La vérité n'est pas quelque chose qu'on aurait, c'est quelque chose vers quoi on fait effort, on converge avec difficulté, et c'est important que ça soit avec difficulté, mais il y a une aspiration à la vérité, il y a une capacité à se corriger, et puis c'est quelque chose effectivement qui ne se fait pas tout seul non plus, ça se fait... pour le coup, autant la philosophie a mis en majesté une certaine conception
l'historicité de l'esprit, comme si l'histoire était une sorte de principe magique qui faisait se développer les pensées par elles-mêmes, autant il y a une historicité pour le coup réelle de la pensée, qui est que la pensée, effectivement, comme Pierre le rappelait à l'instant, ça se fait à travers une myriade d'individus, et puis avec, il y a des hasards, il y a des ratés, il y a des reprises, il y a une générativité qui est quelque chose au fond qui n'est pas du tout forcément anticipable, ni récupérable a posteriori, comme ayant une téléologie obligée. Ça, je pense que ça faisait partie aussi du rapport de Bouvresse à ce que c'est que penser. Alors ça, peut-être qu'on peut appeler ça réalisme, mais au fond, un label comme pragmatisme aurait aussi une certaine efficacité. La question est toujours une question de savoir à quoi on s'oppose, qu'est-ce qu'on est en train de critiquer, et qu'est-ce que fait valoir l'opposition qu'on construit. Il y a d'autres questions, d'autres interventions. Oui, je sais pas, on s'est parlé tout à l'heure, au début, je crois que c'était opposé à la French Theory. Et je voulais savoir sur quel motif. Excusez-moi, j'ai pas. Oui, vous avez dit tout à l'heure, au tout début, je crois que c'était opposé à la French Theory de son époque. C'est opposé à la French Theory. Ah oui, d'accord. Je voulais savoir sur quel motif, vis-à-vis de qui. Écoutez, il a notamment. Enfin, c'était une manière rapide de parler. Il était très critique à l'égard de la mode de la philosophie française aux États-Unis. Disons le Derrida américain, on va dire ça rapidement comme ça, était vraiment pas sa tasse de thé, quoi. Pour dire les choses très brutalement. Alors il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Non seulement le Derrida américain, mais évidemment il était aussi très critique à l'égard de toute une partie de la philosophie aussi française à cette époque. Je sais pas, je sais rapidement. Je vais peut-être ajouter une anecdote là-dessus, parce que le texte, quelque chose de fait, Christian, qui effectivement est célèbre, I'm so very in French. Alors, je ne sais pas l'histoire exacte du texte, je pense que c'était d'abord en Angleterre, en tout cas il est paru en Angleterre. Oui, c'est paru, c'est les années 80, mais c'est paru. Il était allé le faire à Chicago. Il était allé le faire en conférence à l'Université de Chicago, et les collègues américains m'ont raconté. Et en fait, quand il avait fait cet exposé à l'Université de Chicago, au département de Chicago, les gens étaient catastrophés. Parce que les philosophes français qui passent, ils attendaient que ça soit de la philosophie française. Et puis, ouais, ça arrive, elle explique, non, attention, je ne suis pas du tout français. Alors après, avec beaucoup de bon sens, ces collègues américains me disaient, oui, mais enfin, il n'y a qu'un Français qui peut dire un truc comme ça. Ce qui était vrai, parce que c'était aussi le positionnement interne au champ français que de critiquer comme ça la philosophie française. Je ne sais pas si ça répond, mais enfin... Peut-être pour compléter, c'est... parce que là, tu citais Derrida, mais c'est pas l'opposition à un auteur ou la pensée d'un auteur, c'est aussi une certaine pratique de la philosophie, un certain rapport au style, l'idée que ce qui ne lui plaisait pas du tout, enfin ce contre quoi il a mené un véritable combat, c'est l'idée que le style pourrait faire la profondeur de la pensée, et un certain rapport également éloigné, un rapport de suggestion au savoir scientifique, c'est-à-dire le savoir scientifique comme source de métaphores et de suggestions. C'était un motif de combat pour lui, plus qu'un auteur en particulier. Merci. Juste dans la continuité de cette question, comment vous caractériseriez son rapport à Nietzsche? Du coup, on a l'impression, j'ai le sentiment que c'est un auteur quand même assez important pour lui dès le départ. Il y a toujours quelques remarques en passant. Si on regarde les index, Nietzsche est quasiment toujours mentionné. Et jusqu'à la fin, là, ça semble plus circonstanciel, Nietzsche contre Foucault, etc. Est-ce que c'est plus qu'un auteur de combat ou est-ce que... C'est un auteur, alors là je ne sais pas, Jocelyn et puis on s'en demande quelque chose aussi à dire. En deux mots, c'est un auteur qui a joué un rôle très important. Si je n'en ai pas parlé, c'est parce qu'il n'est pas autrichien, si je peux me permettre. Bon, mais bien évidemment, c'est un joueur très important. L'un de ses derniers livres, même posthume, est un livre sur Nietzsche. Et il a toujours
Mais il a toujours été, alors ça nous ramène un peu à la question précédente, il a toujours été très critique à l'égard de la lecture française la plus, disons, répandue de Nietzsche, d'où le Foucault, le livre sur Foucault, et notamment ce qui le laissait songeur, je ne sais pas si on peut en dire ça comme ça, c'est l'idée que Nietzsche aurait, comment dire, réinventé le concept de vérité. Et ça le laissait complètement... bon, évidemment. Et je dirais que le Nietzsche dans lequel il se... Alors, vraiment, je vais pas... Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il a toujours expliqué qu'il avait un rapport, au fond, à Nietzsche, qui était un rapport très, très, très privé. Et donc très, très, très loin du Nietzsche français, du Nietzsche, le Nietzsche de Deleuze, le Nietzsche, celui qui a fait que Nietzsche est devenu l'auteur qu'il est aujourd'hui chez nous. Et par exemple, il se sentait complètement éloigné de le surhomme, voilà. Et ce genre de choses-là n'était vraiment pas son Nietzsche du tout. Et ce qui le laissait également un peu songeur, c'était l'usage parfois qu'une certaine gauche française faisait de Nietzsche pour en faire un défenseur de la démocratie. Ça le laissait aussi... bon, bref, enfin, je ne vais pas en dire plus, mais il avait un rapport très personnel, mais bien évidemment, c'était un auteur très important pour lui. J'en dis peut-être, je sais peut-être des choses à préciser là-dessus. Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Après, je pense que, bien sûr, il y avait le fait qu'il n'était pas prêt à accepter, au fond, disons, les figures obligées du culte de Nietzsche. Parce que chez Jaurès, il y a toujours cette distinction, au fond, entre ce qui est devenu un cliché, pour ainsi dire naturalisé, et dont il ne veut pas, et puis un rapport à un auteur qui, au contraire, déplace tout, et donc rend des choses possibles. Et je pense que Jaurès avait une sensibilité, c'est d'ailleurs explicite dans les premiers textes, à la proximité de Nietzsche avec Wittgenstein, de ce point de vue-là. Il y a l'idée, ces deux auteurs pour lesquels la question de la volonté est primordiale. C'est-à-dire que il y a toujours cette question, au fond, derrière la question de ce qu'on pense, il y a toujours la question de ce qu'on veut penser. Et on ne peut pas trop vite se dédouaner de cette question-là, y compris en termes de critique. Il y a le dévoilement du fait que très souvent on croit avoir bonne raison de penser quelque chose, mais c'est en fait parce que fondamentalement on veut le penser, et ce qu'on veut là n'a pas forcément des raisons, ça a des causes. Il y a des causes pour lesquelles on veut, mais pas forcément des raisons. Donc il y a cette démarche d'analyse, en un sens. Il y a aussi la question évidemment du parallélisme possible avec la psychanalyse, quelles que soient les résistances fortes que Bouvresse, comme Wittgenstein, avait par rapport à cette pratique. Mais enfin, il y a cet intérêt pour, chez Nietzsche, la question du caractère fondamental de la volonté pour la pensée, et en même temps irréductible de la volonté à la pensée. Alors après, évidemment, la difficulté, c'est que Bouvresse à la fois lit Nietzsche en refusant toutes sortes de clichés qu'on projette sur lui, au fond le Nietzsche libéral, ultra-libéral, le Nietzsche effectivement grand libérateur et démocrate, voire révolutionnaire. Alors, Bouvresse nous montre autant qu'elle tout ça, c'est un tissu finalement de reconstruction idéologique, c'est le Nietzsche qui nous arrange, mais on gomme toutes ses aspérités, on gomme tout ce qui chez lui est inacceptable, mais qui en même temps, par la même provocateur, est peut-être quelque chose qu'il faut considérer dans sa puissance justement de provocation et de dérangement. Mais en même temps, il y a un point sur lequel Bouvresse ne veut pas céder, c'est la vérité. Et là-dessus, bon, je ne vais pas me faire l'avocat de la lecture proposée par Foucault de Nietzsche sur la vérité, au moins dans le premier cours au Collège de France, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est que chez Nietzsche, il y a une radicalité de remise en question, qui est une remise en question qui va jusqu'à une remise en question du concept de vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il substitue à la vérité dans toute son exigence, une vérité qui ne serait pas porteuse de cette exigence, bien au contraire. Nietzsche prend très au sérieux la vérité, donc il la mesure comme une norme dans ce qu'elle peut avoir d'impitoyable, mais c'est aussi quelqu'un qui creuse en dessous de cette norme et qui fait apparaître quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la vérité et qui ne peut pas être si facilement réencodé, repris en charge par la vérité. Et je pense que là-dessus, chez Bouvresse, c'est une petite résistance. Parce que je suis frappé notamment dans le livre sur Nietzsche et Foucault
par le fait qu'il critique bien sûr l'appropriation que Foucault fait Nietzsche, mais en même temps, il va chercher des textes de Nietzsche qui sont plutôt des textes de la première période, et de Nietzsche qu'on pourrait qualifier, avec des guillemets, parce qu'il nous a appris aussi à nous méfier de cette appellation, de positiviste. Parce que c'est vrai qu'il y a ça chez Nietzsche. Est-ce qu'on pourrait lire, par exemple, le final de la géologie de la morale de cette façon-là, avec la réflexion justement sur la pulsion de vérité, l'instinct de vérité? Est-ce qu'il ne faut pas redonner à la notion de vérité sa sauvagerie, sa cruauté, et penser qu'il y a quelque chose d'autre que la vie, par exemple? Mais ce n'était pas le Nietzsche de Bouvresse. Alors Bouvresse ne dit pas grand-chose de ce Nietzsche-là, mais en tout cas, il tourne un peu autour de ce Nietzsche-là, parce que pour contrer une lecture, au fond, libérale, Nietzsche, les sans fleurs, pas de vérité, tout est en liberté, alors il a raison de critiquer ça. Bon, après, il faudrait peut-être restaurer le pouvoir d'inquiétude de Nietzsche par rapport aux choses de vérité, le fait que Nietzsche est aussi quelqu'un qui nous place devant la question de savoir si, parfois, est-ce que la vérité n'est pas, au fond, un pansement par rapport à des blessures plus profondes et qu'on ne traite pas par la vérité. Est-ce qu'il y a pas... Alors ça, Bouvresse le sait, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à le domestiquer, à l'apprivoiser. Chacun construit son Nietzsche en gommant ce qui l'ennuie chez Nietzsche. Et Nietzsche nous ennuie sur plus d'un plan. C'est ça qui en fait un très grand philosophe. Il faudrait évidemment développer ça. Enfin, il faudrait faire une séance sur Bouvresse, lecteur de Nietzsche, parce qu'effectivement, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je n'en avais pas du tout parlé, en disant cette idée. Mais bien sûr, mais c'est un auteur qui a joué un rôle très important. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Josselin. C'est effectivement... Il y a un Nietzsche qui n'est pas celui de Bouvresse, on va dire ça comme ça, non? Mais qui est présent dans l'homme sans qualité. Mais qui est tout à fait... Oui, donc tu as raison.